Alliance Manjac présente The second minute, Babu Kumanyako, around the world. Koram Bayetsenje, c'est Vigomis, bienvenue sur Manjaku. Sur Manjaku, on vous montre les pépites de la communauté Manjak. Si tu viens de découvrir la chaîne, bienvenue à toi. Pense à t'abonner et activer les cloches de notification pour ne rien manquer. Dans Manjaku, on découvre des parcours, des personnalités inspirantes. On parle de culture, d'entrepreneuriat, de projets. Tout ça pour révéler l'excellence Manjak. Dans quelques instants, on va recevoir un invité spécial. Il est jeune, talentueux, ambitieux. Il est réalisateur, scénariste et monteur. Il va nous expliquer son parcours, sa vision et surtout ses ambitions. Reste branché. Merci aux partenaires de cet épisode, Ifira, pour cette magnifique combinaison que je vous montrerai en détail tout à l'heure. Ifira, c'est votre personal shopper. Elles sont conseillères en images, stylistes et elles vont vous permettre à vous, mesdames, de vous sublimer, de mettre en relief votre beauté et surtout d'avoir confiance en vous avec des vêtements qui sont adaptés à votre morphologie, à votre taille pour vraiment rayonner. Suivez-les sur Instagram, vous avez toutes leurs infos dans la barre de description. Salut Marvin, contente de te retrouver pour ce nouvel épisode de Manjaku. Merci beaucoup. Bonjour à toi, Vi. J'espère que tu vas bien. Toujours. D'autant plus qu'aujourd'hui, on a un invité très, très spécial. Effectivement, c'est un jeune quand même qui a de l'ambition. Bon, on est jeune aussi, hein, mais... Oui, nous sommes jeunes. Il a de l'ambition. Il fait quand même un très bon travail à son niveau. Il a réussi à avoir quand même une communauté qui le suit sur ses réseaux. Et puis, c'est un plaisir pour nous de l'avoir aujourd'hui pour pouvoir qu'il puisse nous parler de qui il est et jusqu'à présent ce qu'il fait. Sans plus tarder, nous accueillons Paolo. Bienvenue. Merci de me recevoir aujourd'hui, je suis content. On est super content de te recevoir. Alors moi, je vais aller dans le tas direct. Comment, à moins de 25 ans, on devient un leader d'opinion sur les réseaux? Leader d'opinion? Ah oui. Pour rappeler le contexte, Paolo, donc, il a commencé un compte sur X. Oui, c'est ça. Après, moi, je préfère appeler ça Twitter, tu vois. Ouais, X, tu restes... Je suis encore bloqué sur Twitter, moi. Donc, un compte sur Twitter. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le contexte? Moi, initialement, je tweetais beaucoup sur la CAN de mon pays, à la base. Je tweetais sur la CAN, j'étais juste fier d'être Bissau-Guinéen. Et donc, je tweetais sur la CAN initialement, mais c'est pas quelque chose qui était calculé, c'était plus spontané. Après, moi, j'ai jamais eu la prétention d'être un leader d'opinion. J'ai plus la sensation de peut-être porter la voix de ceux qui m'entourent. Mais leader d'opinion, j'ai pas la sensation pour trop fort. Ouais, de dire que comme si je décidais de ce que les autres pouvaient penser. J'ai l'impression de parler de ce qui me touche. Et dans ce contexte-là, j'ai l'impression que comme je parle de ce qui me touche, ça touche à d'autres personnes aussi. Et qui s'y reconnaissent et qui s'identifient. Donc, on pourrait peut-être dire porte-voix, alors. Ce serait peut-être plus approprié. Ouais, pourquoi pas. Ouais. Après, moi, j'ai toujours eu du mal avec le fait de... Ouais, j'ai du mal les avec étiquettes. Ça. Ouais. J'ai du mal à me porter. Mais si on me voit comme ça, c'est un honneur, je suis content. Si après, des gens disent que t'es un leader d'opinion et tout, je vais pas refuser, je suis content. Mais je me perçois pas encore comme ça. On va laisser... Mais du coup, après le podcast, je vais dire, voilà, m'a dit. C'est ça. Donc, tu as commencé ce compte-là pendant la CAN, ou en tout cas, tu as commencé à donner un petit peu ton opinion donc, au niveau de la CAN, au niveau de la Guinée-Bissau. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'aujourd'hui, ça a pris beaucoup d'ampleur. C'est quoi l'histoire derrière? Ce qui s'est passé, c'est que dans un contexte de CAN, tu sais, il y a toujours des vannes. Tout le monde va se vanner un peu, se taquiner et tout. Et dans le contexte de vanne, tu as toujours un imbécile, un idiot qui va faire la vanne de trop ou qui va aller un peu trop loin. Et je pense qu'il y a une méconnaissance déjà sur les pays africains lusophones, dont notamment notre pays, du coup, la Guinée-Bissau. Donc, du coup, il y a des vannes, mais elles sont archi respectueuses. Et c'est dans ce contexte-là que je me suis dit que c'était important déjà d'éduquer sur notre histoire
et d'exister, en fait, de montrer qu'on est là. Et non seulement d'exister, de briller surtout, et de rayonner. Et de vraiment diffuser notre culture dans l'espace francophone. Ça a commencé comme ça, mais c'était spontané. À la base, j'étais quelqu'un qui rigolait beaucoup. Quand j'ai répondu, on va dire, aux vannes et tout, c'était dans la colère. Mais c'est pour ça que je suis très spontané, je parle de ce qui me touche. Et je pense que ensuite ça touche, parce que j'ai parlé initialement de ce qui me touchait moi. J'ai pas réfléchi à ce que je faisais, c'était pas une stratégie. C'est juste, je parle de ce qui me touche moi, au plus profond de moi, tu vois. Mm. Je pense que justement, c'est ton authenticité qui a fait que les gens ont commencé à te suivre de plus en plus. Aujourd'hui, tu as un compte qui a combien de... Je sais pas comment on dit sur Twitter. Sur Twitter, Followers, abonnés. Bon, je sais actuellement, pas. je sais même pas, je pense je suis aux alentours 2000. de 2000 et quelques. Ouais. Je saurais pas te dire là. Ouais, Moi, je trouve ça aux super alentours de plus. impressionnant. Je sais pas ce que tu en penses, Marvin, d'avoir un jeune qui a même pas encore 25 ans. Donc, du coup, l'année dernière, tu étais encore plus jeune, qui non seulement défend son peuple, sa communauté, mais surtout apporte de l'intelligence derrière. C'est pas juste répondre pour répondre, c'est que tu as apporté de la connaissance derrière. Ah. C'est pas commun. Non, c'est vrai qu'aujourd'hui, à l'ère du divertissement, on va dire, qui prend un peu trop d'ampleur, non, tu as essayé d'apporter de la matière, hormis l'aspect foot, qui a pour but de rassembler les gens dans un moment festif. Parfois, il y a des déviances sur des personnes parfois qui sont un peu trop insultants. Lorsqu'ils perdent, bon, l'émotion prend le dessus, même si parfois ça ne reflète pas forcément sa première pensée. Mais oui, tu as essayé quand même d'apporter ta pierre à l'édifice pour défendre une Guinée-Bissau qui est un peu trop souvent, on va dire, mal connue, avec des a priori qui sont pas fondés la bonne partie du temps. Ah, c'est ça. Et donc, au lieu de toujours entendre coup d'État, des choses assez très négatives, non, tu as apporté quelque chose je savais pas, hein, je ne connaissais pas du tout. C'est à travers les différents échanges que j'ai eus avec Vi, elle m'a parlé de ce que tu fais. Et c'est bien. Ça prouve que on a une jeunesse. Il y a oui, on ne peut pas généraliser tous les jeunes. Il y en a quand même qui ont cette volonté de dire soyons fiers de qui nous sommes et avec ce que je fais, montrer la voie un peu à d'autres frères qui ont tendance parfois et sœurs à être plus des suiveurs qu'autre chose. Totalement. Ouais. Quelle est ta base? Comment est-ce que tu as grandi? Et quel est le contexte, en fait, qui fait que aujourd'hui, tu as bientôt 25 ans et que tu sois très ancré dans ton histoire, dans l'histoire mandjac, mais je pense dans l'histoire africaine de manière générale. Donc, comment est-ce que ça t'est venu? Raconte-nous un petit peu tes débuts dans la vie. Qui es-tu? Qui est Paolo? Le petit qui faisait des bêtises à la maternelle. Moi, j'étais beaucoup l'enfant du pourquoi. J'étais l'enfant, tu vois, les enfants, quand ils sont dans la période du pourquoi, qui disent pourquoi si, pourquoi ça, pourquoi. Et ma mère, c'était une mère du parce que. Ça veut dire qu'elle me donnait beaucoup de réponses et elle a toujours eu de la patience avec moi. Pourquoi on s'appelle comme ça? Parce que ça. Pourquoi? Parce que c'est. Pourquoi c'est. Et en fait, quand t'es petit, au tout début, c'est ton prénom, ta langue. Après, ça peut être aussi la spiritualité pour certains, pour beaucoup même. Oui. Et en fait, tu demandes toujours pourquoi, et elle te répond parce que. Et après, quand tu grandis, plus ça devient spécifique. Donc, tu demandes encore pourquoi. Elle te donne encore plus sur l'histoire, sur l'environnement dont on vient, sur l'histoire de notre famille et tout. Donc, elle vient sur des choses plus deep parce qu'elle sent que tu es en âge de pouvoir écouter ces choses-là. Et puis ensuite, le pourquoi, tu le poses plus à ta maman. À un bout d'un moment, tu vas commencer à lire, tu vas commencer à te documenter. Et moi, c'est devenu comme ça, c'est que parce qu'à la base, j'étais un enfant du pourquoi. Voilà. Wow. C'est beau. Tu lis beaucoup? Ouais, je lis beaucoup, en tout cas, sur mes origines, sur mon histoire. Je suis plus de lecture sur... moins dans la fiction, même si ça va pas avec ce que je fais dans la vie et tout. Mais je suis beaucoup dans le réel, du coup, dans ce qui est documenté et tout. Je lis pas mal d'auteurs qui documentent sur l'histoire des Mandjaks, du coup. Sur l'histoire de la Guinée-Bissau. Et ouais, ça m'intéresse beaucoup. Qu'est-ce qui fait que tu vas chercher ces informations? Parce qu'en soi, on est en Europe, on vit en France, on est né en France pour beaucoup d'entre nous.
voilà, on est un petit peu dans le melting Mm. pot. Qu'est-ce qui fait que toi, tu te dis, bon, ben, ok, je vais aller en chercher un petit peu plus sur mon histoire, sur mon peuple, sachant que, bon, voilà, c'est un peu loin, quoi. Parce que j'en ai besoin. Et je suis curieux et j'en ai besoin. Je pense que c'est important de savoir d'où on vient pour s'accorder de la valeur. Parce qu'on va te mesurer à ça, à tes connaissances, à qui tu es. Si tu connais pas ton identité, Mm. déjà le rapport de force, il est déjà différent, tu Mm. vois. Et quand tu connais ton Exactement. identité et que tu es vraiment ancré dans ton identité, non seulement tu peux te présenter à l'autre avec beaucoup de confiance, mais tu peux aussi l'inviter dans ton univers à toi. Donc c'est beaucoup dans ce contexte-là que j'ai eu envie de me documenter, surtout que nous, on a une identité que je porte avec beaucoup de fierté, mais qui est souvent incomprise parce que c'est pas super bien documenté et tout, donc tu as beaucoup de questions. Et du coup, je sais pas si je parle en mon nom, tu vois, Mm. mais moi j'ai eu la sensation beaucoup d'avoir à me justifier et d'avoir à expliquer à chaque fois. Mm. Bissau-Guinée, Guinée-Conakry, je t'ai dit Guinée-Bissau, tu vois ou pas? Donc déjà ça, si tu veux expliquer à quelqu'un, tu dois déjà tu dois déjà connaître ton histoire. Ouais. Mais parce que en fait, nous, notre rapport à notre identité, à notre culture, comme c'est super peu documenté en France, c'est beaucoup dans l'explication et tu vas devoir expliquer toujours aux autres qui veulent en découvrir. Mais si Mm. toi, tu sais pas, comment tu vas lui expliquer? Mm. Donc c'est beaucoup aussi dans ça et c'était dans ce rapport-là. Mais c'est surtout parce que j'en avais besoin, c'est quelque chose que j'aime et j'ai toujours eu besoin d'être proche de mes racines. C'est Mm. important. Waouh, Et ça, magnifique. et ça, il y a eu un moment de déclic où ça a été depuis tout jeune. Parce que tu disais, tu posais beaucoup de Mm. questions à ta mère, mais est-ce qu'il y a eu l'élément déclencheur qui t'est dit, qui t'a poussé à vraiment aller rechercher ça, sachant que l'école Mm. ne nous pousse pas vraiment à la connaissance de soi. Mm, mm, L'école mm. est plus dans une démarche on va vous tous vous mettre dans un Ouais, je conformisme, capte. pensée universelle, le reste, ça ne nous concerne pas. Toi, tu étais déjà dans cette démarche-là à l'école ou pas? Ouais, parce qu'en fait, dans les livres scolaires français, on n'existe pas. On est invisible. Mm. Donc on raconte l'histoire de d'autres pays. Mm. On parle de l'histoire de l'Afrique. Mais dans l'Afrique, il y a des pays, il y a des spécificités, il y a des ethnies. Moi, dans les livres scolaires français, elle est où mon histoire? Donc tu vas demander à ta mère. Et après, tu découvres que déjà, dans ton pays, c'était déjà différent, c'était pas vraiment comme ça. Tu dis, ok, mais pourquoi non, on ne le raconte pas? Et donc tu vas chercher l'information, mais ça a commencé comme ça. C'est parce que moi, dans ce monde-là, j'ai toujours voulu que mon identité, elle existe et ma culture existe. Et quand tu arrives à l'école, elle n'existe pas. Mm. Tu vas sur Internet, elle existe peu. Maintenant, ça commence beaucoup à monter, je suis content. Mm. Mais pareil, tu regardes la télé, on n'existe pas. Et je pense que c'était dans un besoin de chercher déjà des connaissances, mais aussi beaucoup de représentation et de pouvoir m'identifier à quelque chose. Mm. Et je peux m'identifier à l'histoire de l'Afrique, m'identifier à l'histoire d'un autre pays africain, mais j'ai besoin aussi de m'identifier à l'histoire de mon propre pays, Mm. l'histoire de ma propre ethnie. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est créé, ouais. Mais je pense que c'est pour combler un manque, toujours. Je vois ce que tu veux dire, mais c'est vraiment ça, ouais. Mm. D'accord. Moi, je trouve ça fascinant. Je trouve ton parcours fascinant parce que Mm. tu parles de représentation et de ton identité. Et je sais que moi, par exemple, mes grands frères, ils ont grandi à l'époque du rap Ah, je américain, capte. tout ça, les Wu-Tang et tout. Mm. Et en fait, quand tu voulais t'identifier à quelqu'un, tu t'identifiais au rappeur américain, en Mm, fait, mm, mm, mm. ou aux séries, ou machin. Donc, on a beaucoup baigné dans cet univers afro-américain. Et je pense, enfin, j'ai le sentiment, en tout cas, que maintenant, ça peut être un peu plus compliqué parce que on a tout. On a les Mm. Afro-Américains, mais tu as aussi d'autres influences d'autres parties du monde. Mm. Et moi, ce qui me fascine, c'est que toi, tu as eu la présence d'esprit, donc peut-être que c'est par rapport à ton contexte familial et la manière dont justement ta mère t'a transmis, que tu t'es dit, je vais chercher à ma base. Ça peut paraître anodin, ça peut paraître évident, mais en fait, ça Mm. l'est pas du tout. Et notamment en tant que Mandjak, quand on grandit dans certains endroits, on a beaucoup tendance à absorber un petit peu les identités des autres, les Mm, mm, mm. cultures des autres. Et donc, moi, ça me fascine en fait qu'à ton jeune âge, Ah. tu te raccroches vraiment à ta base, à ton identité, à ta culture profonde. Mm. Mais je pense que c'est parce que, voilà, c'est toujours dans une optique de pouvoir rencontrer l'autre. Quand quelqu'un vient à moi, il me présente sa culture. Mm.
Pourquoi moi, je peux pas présenter la mienne? Pourquoi sa culture, elle aurait plus de valeur que la mienne? Moi, j'arrive à percevoir sa culture, à apprécier sa culture. Pourquoi lui, il pourrait pas apprécier la mienne? On se met beaucoup en tête que, ouais, mais on n'est pas assez et tout. Mais c'est pas une question de nombre. C'est une question de toi. À quel point t'aimes ta culture? À quel point, genre, vraiment, tu l'apprécies? Et à quel point t'en es fier? Et c'est là où il y a un vrai échange, il y a une vraie rencontre. Donc, ouais, comme on grandit dans un contexte où il y a pas mal de cultures, où on va te présenter des cultures différentes et tout, où plusieurs cultures vont venir à toi, bah, t'as envie de te présenter la tienne aussi. Donc, ouais, c'était ça, ouais. Trop bien. Ça. Très bien. Très, très bien. Donc, tu lis Mhm, depuis que t'es petit. mhm. Et donc, enfin, tu me diras si c'est ça ou pas. Chacune des parties donc de ton identité, de tes lectures, de tes expériences finalement, est-ce que c'est ça qui t'a conduit à faire le métier que tu fais aujourd'hui? Moi, je pense que c'était beaucoup le contexte familial, dans le sens où moi, je suis le plus petit de ma famille et j'ai une grosse différence d'âge avec mon frère et ma sœur. Et du coup, j'étais le seul enfant qui vivait dans un monde d'adultes. Donc, du coup, pour s'amuser, il fallait beaucoup d'imagination. Quand t'avais tes jouets, t'imagines des histoires et tout. Et c'est dans ce contexte-là que j'ai vraiment créé un lien avec le monde imaginaire. Ensuite, du monde imaginaire, il y a une envie de créer un point avec la réalité, de voir ce que j'imaginais être très ancré dans la réalité. Donc tu commences à gratter, tu commences à écrire tes premiers scénarios. Ensuite, c'est à l'écrit, tu veux le voir en image. Donc tu apprends et de là naît la passion pour la réalisation et tu comprends ça, tu commences à apprendre à réaliser, pardon. Et ensuite tu as les images, donc faut les monter. Donc c'est comme ça qu'est venu un peu mon cheminement dans le monde artistique. Donc maintenant, tu es scénariste, réalisateur et monteur. Mhm. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce cheminement-là? Comment est-ce que... Donc là, tu nous as Mhm. raconté la genèse, mais concrètement, à partir du moment où tu as commencé à grandir, comment est-ce que tu es arrivé dedans? Je suppose que tu as fait une école de cinéma. Initialement, j'avais partagé mon rêve de devenir scénariste à mon frère. Et il m'avait demandé, t'es sûr? J'avais dit ouais. Il m'a acheté des livres pour apprendre à écrire des scénarios. Ensuite, il m'a emmené même à des ateliers d'écriture. Et ensuite, je savais que vraiment là, je voulais le faire et que c'était quelque chose qui était possible. Donc après, dès que j'ai eu le bac, j'ai fait une licence de cinéma. C'était très théorique, j'ai beaucoup appris sur l'industrie du cinéma, sur son économie, sur son histoire aussi. J'ai appris aussi à analyser là-bas et ensuite, après la fac, j'ai fait une école de cinéma. J'ai fait l'école Courtrajmé, du coup. Une école qui a été fondée par Ladjli, le réalisateur des Misérables. Et là-bas, j'ai passé encore un cap. Je me suis professionnalisé davantage. Et j'ai pu vraiment avoir mon premier film produit, du coup. Et connaître le monde professionnel pour la première fois. Mais initialement, à la base, j'étais vraiment autodidacte, du coup. Beaucoup aidé par mon frère, ma sœur, mon environnement et tout, qui m'aidait, du coup, par l'achat de livres. Et voilà, après, j'avais fait aussi des vidéos aussi sur... j'avais commencé comme ça, les vidéos à l'iPhone et tout. On voulait tester. Et voilà, on a commencé comme ça. Quel a été le premier film que tu as produit, tu disais? Tu Ouais, l'as fait... il a été produit dans le cadre de ma formation à l'école par Lilifilm, du coup, la boîte de production, pardon, de Ladjli. Et ce film-là, il s'appelle La Prodige. C'est un scénario qui a été écrit par Yasmine Belgelti. Et moi, j'ai été réalisateur dessus. D'accord. Mm. Et du coup, cette première expérience, qu'est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Bah, je l'ai beaucoup apprécié et j'en ai beaucoup appris parce que c'était une expérience qui t'apprend beaucoup le travail en équipe. Et en plus, comme je l'ai dit, moi, là-bas, j'étais avec l'iPhone. Donc, équipe réduite. T'as pas les trucs d'organiser le tournage avant, de réserver le lieu. Enfin, tu vois, tous ces papiers administratifs-là. Donc, à l'école, tu vois, tu découvres vraiment le monde professionnel, du coup, tes limites, les contraintes et comment tu dois travailler en fonction. Et ouais, c'était une expérience archi enrichissante, très professionnalisante et j'ai beaucoup appris, ouais, beaucoup sur le côté organisation, organiser ton tournage et surtout sur les intentions. Avant, je faisais les choses à l'instinct. Maintenant, je sais très bien ce que je fais, ce que j'ai envie de faire ressentir à mon spectateur parce que je l'ai travaillé et qu'on m'a donné les outils pour comprendre
ok, qu'est-ce que tu peux faire ressentir comme émotion? Alors qu'initialement, c'est beaucoup à l'instinct, j'ai pris mon iPhone, ah ça c'est stylé, je le fais. À l'école, tu commences à comprendre, non, si je fais ce plan-là, c'est pour raconter quelque chose et pour faire ressentir quelque chose à celui qui regardera mon film. Donc c'est Ok. beaucoup ça que j'ai appris là-bas. D'accord. Ça, c'était en quelle année, du coup, ce film-là que tu l'as... Ouais, 2022. 2022? Mm. Et on va dire, à partir de là, ça t'a vraiment conforté dans ta position d'être d'évoluer dans ce domaine-là, on peut Ouais, dire. tu te sens beaucoup plus légitime, Ouais. beaucoup plus. Pourquoi avant, tu te le sentais pas? Moi, quand j'étais jeune, j'étais très confiant. Si, j'étais confiant, mais t'es à l'iPhone. Mhm. Mais là, à partir de là, la légitimité, elle est plus juste dans ta tête. Mm. Les gens commencent à te regarder aussi avec un regard différent de, ok, là maintenant, on peut le considérer comme professionnel parce que il sait ce que ça fait d'organiser un tournage, il sait ce que ça fait d'être à la direction d'une équipe. Donc déjà là, on te regarde déjà différemment. Donc ta légitimité, elle est plus juste personnelle. Elle est aussi, elle commence à, comment être expliqué. Les autres aussi te sentent légitime aussi. Mm. Je pense D'accord. aussi. Ok. En tout cas, c'est ce qui s'est passé pour moi après l'école. Mm. Me regarder avec un regard différent. Très bien. Quel a été ton plus gros challenge sur ce projet-là? Bonne question. Que ce soit d'un point de vue technique ou d'un point de vue perso, sur la manière, je sais pas, dont tu te perçois ou la Hum, manière dont tu évolues, avec les gens, le tournage? hum, je pense que c'est s'adapter au travail d'équipe. Tu sais, quand tu es à l'iPhone et que tu commences, tu dis on fait ça et on fait. Mmh. Là, quand tu dis on fait ça, faut que tu sois sûr, il faut que tu arrives à l'expliquer, il faut que tu arrives à défendre ton idée, il faut que tu arrives à la vendre aussi et que tu mettes tout le monde d'accord. Et pareil, quand quelqu'un te partage une idée, il faut que tu sois capable de faire en sorte de l'améliorer ou au contraire de faire en sorte qu'elle puisse se concrétiser. Et si t'es pas d'accord, de argumenter et d'expliquer pourquoi tu n'es pas d'accord avec cette idée-là. Mmh. Mais quand t'as l'iPhone, tu fais ce que tu veux. Tu dis à toi, prends le téléphone, mets-toi là. C'est comme ça. Mais Mmh. quand t'es dans ce contexte-là, là, t'es plus tout seul et là, tu dois vraiment apprendre à travailler en équipe. Et il faut que tout le monde se dise, OK, c'est cette vision-là, on l'a fait. Faut que tout le monde te suive. Mmh. C'est ça le défi. Et voilà, j'ai travaillé toujours pour l'accomplir. C'était un de mes objectifs durant l'école. Et j'ai eu la sensation que ça a été accompli. Donc je suis content, tu vois. J'ai beaucoup appris des autres aussi avec qui j'ai travaillé. Mais ouais, c'était très intéressant, j'ai kiffé moi. Ouais, trop bien. Ah, c'est bien. Et au-delà de la légitimité, du coup, forcément que tu as, donc tu as la reconnaissance de tes pairs en face, mais tu as aussi la capacité de prendre du recul et de dire: «OK, bon, là, j'ai quand même fait un bon job». Hum. Quel a été l'impact sur toi? Qu'est-ce que tu as ressenti quand ça y est, c'est sorti, tu Ah, vois le résultat? beaucoup de fierté, j'étais trop content. Parce que moi, c'est ma passion. Tu vois, moi, quand je suis dans ce monde-là, je me sens comme un gosse encore. Ça veut dire que c'est toujours un rêve de réaliser quand tu vois ton film prendre forme. Mmh. Donc ouais, non, j'étais trop content, grave fier, j'étais tout excité, je m'en souviens à l'approche, j'étais trop content. Et ouais, non, c'est des petites victoires comme ça. Donc ouais, un gros sentiment de fierté, ouais. Vous avez remporté quelque chose avec le film? On n'a le pas film remporté, Plaisir mais Jeu on a eu l'occasion de pouvoir être projeté au festival de Clermont-Ferrand. Ok. Et c'est le meilleur festival de court-métrage en Europe, même du monde. Donc on était trop fiers. Je m'en souviens en plus, moi, pendant que j'étais à l'école, je disais, ouais, ce serait trop bien qu'on le fasse et tout. On disait, mais tu vois, c'est le film d'école, ok, c'est produit, mais. Mmh. Et au final, on a eu l'occasion de pouvoir être projeté avec d'autres films aussi de l'école et tout. J'étais trop content. Et voilà. Donc ouais, beaucoup de fierté. Beaucoup de fierté. Ah, c'est très bien. Ça t'a ouvert des portes, j'imagine. Ouais. En termes de collaboration, en termes des personnes qui qui t'ont approché pour pouvoir mettre, on va dire, ton talent à leur service. Oui, bah parce qu'on identifie le potentiel. Mhm. On se dit que peut-être il y a quelque chose. Donc oui, ça permet d'avoir une meilleure reconnaissance dans le milieu, de mieux me présenter aussi, et même moi de gagner en confiance. Exactement. C'est ça aussi. Je pense que c'est très important de penser avant tout à ça. Enfin, ce que ça t'a apporté à toi, moi, ça m'a apporté beaucoup de confiance aussi. Mhm. Parce que sans confiance, bah, même si les autres, ils me reconnaissent, si moi, j'ai pas confiance en moi, je vais pas aller me présenter à eux. Donc déjà, rien que ça, je perds déjà des opportunités. Donc Exactement. ça, tu te sens légitime. Donc quand tu vas postuler ou tu vas te présenter à quelqu'un pour participer à son projet, tu sais que tu es capable de pouvoir répondre à ses attentes parce que tu l'as déjà fait avant. Mmh.
Aujourd'hui, quel type d'opportunité tu as réussi à aller chercher justement ou alors qu'on a pu te proposer Ensuite, j'ai travaillé en tant que monteur. J'ai travaillé pour Willem, qui est un créateur de contenu Ok. sur les réseaux sociaux. Et ça m'a énormément... Il a commencé avec un téléphone portable, lui aussi. Exactement. iPhone. Bah, C'est pour ça, quand tu parlais de ça, j'ai pensé à lui. Je me suis dit, mais Ouais, il y en avait un qui avait fait ça. ouais. Et ça avait très Et tu bien vois, marché. c'est-à-dire qu'avant même de l'avoir rencontré, il avait déjà eu un impact sur moi. Parce que moi, quand j'ai commencé avec le téléphone, c'était déjà très naturel et tout. Mais je pense qu'inconsciemment, je l'ai fait parce que je savais que c'était possible. Pourquoi? Parce que lui, il l'a fait. Lui, il l'a fait, ouais. Et du coup, il avait déjà été une grosse source d'inspiration depuis avant même que je le rencontre. Il avait déjà eu un impact. Et cet impact, il s'est prolongé durant notre rencontre et pendant qu'on a travaillé ensemble. J'ai beaucoup appris avec lui, tant sur le plan artistique, mais aussi sur le plan humain. C'est quelqu'un qui donne beaucoup... de conseils. énormément de sa personne et tout. Il n'hésite pas. Et il m'a beaucoup partagé ses expériences. Et c'est quelqu'un qui projette beaucoup des visions optimistes quand il travaille avec toi. Il a conscience de sa valeur et donc j'ai l'impression que c'est ça qui lui donne conscience des valeurs des autres. Il parle toujours avec du respect et il projette beaucoup de visions optimistes. Il a projeté beaucoup de visions optimistes sur moi. Quand il me parle, il dit pas si tu vas percer. Il me dit quand tu vas percer, quand tu seras comme ci, quand tu feras ça. Et il donne beaucoup de conseils dans cette idée-là, en fait. Un jour, ce sera toi. Et quand tu seras... Ne fais pas cette erreur-là. Ou fais comme si, moi, ça a marché quand j'ai fait ci, etc. et tout. Et voilà, il m'a beaucoup apporté. C'est peut-être même la rencontre dans le cinéma qui a été très décisive. Très décisive. Avec Lajli aussi. Qui m'a beaucoup apporté aussi. En me faisant intégrer l'école et tout. C'est un très, très bel hommage. Oui... comme beaucoup, hein. On a eu l'occasion de regarder ce qu'il faisait déjà à l'époque. C'est vrai qu'il est arrivé dans le game, comme on peut dire, tel un ovni. Hein. Il est arrivé, il a fait des posts, des vidéos qui ont été relayées. On a tous regardé. Hein. J'espère qu'à ses côtés, il t'a fait sortir de la friendzone, j'espère. Hein. C'est pour la ref. Ah ouais. Je pense, hein, ou bien là, tu peux nous le dire. Non, je te taquine. N'interprétez pas bizarrement. Hein. Ça peut porter à confusion. Mais trop bien. Mais du coup, moi, franchement, je suis fan. Je suis fan de ton parcours. Et j'ai l'impression, en tout cas, de ce que tu dis, j'ai l'impression qu'à chaque étape de ton parcours, tu as toujours eu des personnes bienveillantes, en fait, qui t'ont aidé, qui t'ont porté. Donc, ça a commencé par ta famille et là, toutes les rencontres que tu as faites professionnellement. Et j'ai l'impression de te voir en hyper gratitude. Ouais, mais parce que moi, je me vois comme étant la somme de toutes les rencontres que j'ai faites dans ma vie. Tout le monde m'a apporté un truc. Tout le monde m'a apporté quelque chose de... J'étais beaucoup dans des entourages bienveillants. Donc, je suis reconnaissant de fou. Vraiment, parce qu'ils m'ont tous apporté soit de l'aide, soit de la connaissance, soit des valeurs. Et ouais, je suis très reconnaissant envers toutes les personnes qui ont partagé mon chemin et qui sont encore là aujourd'hui. Trop. Ouais, je pense que ouais, c'est vrai, je suis vraiment reconnaissant. C'est bien. mais c'est excellent. Ouais. Enfin, moi, ça me touche beaucoup parce que, et surtout maintenant à l'ère des réseaux sociaux et à l'ère de l'entrepreneur un peu micro-ondes qui obtient tout en 30 secondes top chrono et qui devient millionnaire la semaine prochaine. Et on a beaucoup ce discours de oui, mais moi, je me suis fait tout seul. Ah, moi, non, en tout cas. Moi, non. Je suis pas d'accord avec cette vision-là. Je pense que tout le monde t'apporte un peu quelque chose, que ce soit des rencontres dans le réel, même des rencontres numériques. Il y a beaucoup de gens qui m'ont apporté, que ce soit de la confiance, du soutien, des opportunités. Et donc, ouais, je suis infiniment reconnaissant pour l'impact qu'ils ont eu sur moi. Mais je suis pas d'accord avec cette vision-là de se faire tout seul et tout. Parce que même si moi, j'ai eu l'idée, par exemple, pour faire un tournage, il y a des gens derrière, il y a quelqu'un qui filme, il y a quelqu'un qui gère le micro. Donc moi, c'est tout ça. Et après, je suis dans un métier aussi où un film, tu le fais jamais seul. Tu le fais toujours avec des gens. Et donc, je pense que c'est ça aussi où tu arrives à comprendre vraiment l'importance de chacun. Peut-être que les autres, ils voient pas. Moi, je vois en tout cas. Parce que je te dis, si moi, j'avais pas mon perchiste là, mon sang, il aurait été mort. Donc, je suis reconnaissant envers le perchiste, t'inquiète pas. Et donc, toi, ça, tu arrives à vivre aujourd'hui, c'est ton travail à plein temps. Ou bien c'est un milieu assez... Pour l'instant, j'en vis pas à plein temps encore. Je le vois plus comme quelque chose de complémentaire. Parce que
vivre à plein temps, c'est vraiment en mode, je suis vraiment libre. Là, je trouve que j'ai pas encore cette liberté-là, mais je travaille pour, c'est l'objectif. Ok. Et je vais l'atteindre, je vais tout faire pour l'atteindre. Mais là, actuellement, non, je le vois plus comme un complément. Ok. Mais l'école, tu as fini l'école? Ouais, j'ai fini l'école, ouais. Ok. J'ai fini l'école. Et à côté, du coup, qu'est-ce que tu fais en dehors de ton métier de réalisateur? Ce que je fais, ce que j'aime faire, j'essaye d'éduquer un max sur l'histoire de notre pays, du coup, sur l'histoire de notre ethnie, avec les réseaux sociaux, du coup. Parce que moi, sur le long terme, j'ai l'objectif de le faire avec des films, mais je me dis, on peut commencer déjà à faire des choses maintenant. Donc ouais, moi, je suis beaucoup dans un objectif d'essayer de moderniser la culture sans la dénaturer, essayer de l'adapter au monde actuel. Je sais qu'avant, l'histoire, elle se racontait beaucoup par voie orale. Ensuite, la génération précédente, je pense notamment à certains auteurs comme Sekou Ndiaye, qui ont écrit des livres. Et aujourd'hui, je me dis que notre génération, elle lit encore. Elle lit peut-être moins de livres, mais elle lit encore. Elle lit des tweets, elle lit des threads. Moi, je me suis dit que je vais, du coup, documenter l'histoire par des threads, animer peut-être par des spaces. Et voilà. Mais dans le but de faire découvrir la culture de la Guinée-Bissau, de l'ethnie Mandjak, et aussi plus globalement de l'Afrique lusophone, du coup. Je rebondis rapidement sur ce que tu viens de dire. Je pense à celle qui a fait la série Mandjak, Anna Gomis. On peut dire que vous êtes un peu dans le même domaine d'activité. Qu'est-ce que tu en as pensé de sa série? De sa série? Oui. Je trouve que c'est une bonne initiative. Ça permet d'avoir de la représentation et beaucoup de fierté. J'ai vu beaucoup de Mandjak qui étaient contents de voir la série exister. Donc moi, je pense que c'était une bonne chose qu'elle le fasse. C'est important, c'est bien même de... J'ai vu qu'elle avait tourné des images en Guinée-Bissau. C'est de la représentation. Moi, je rêve aussi de faire un tournage en Guinée-Bissau. Ouais. Et un peu dans le même genre ou... Ouais. Donc, après, c'est au goût de chacun. Mais moi, je valorise toujours d'abord l'intention. Mais l'intention, elle est géniale. Exactement. Elle est géniale. Gros respect et grosse inspiration. Parce que c'est une personne qui inspire. Même si on ne se connaît pas personnellement, rien que de le faire, elle ouvre des portes et tu dis c'est possible. Sa série a suscité beaucoup de questionnements, beaucoup de satisfaction pour certains en disant « Ah, une qui ose faire quelque chose qui n'est pas commun. » Et on la salue. Hein. Elle aura l'occasion de voir ce podcast, je pense. Et puis, qu'elle sache que son travail n'est pas quelque chose quand même qui a apporté. Ouais, elle a impacté. Exactement. Elle a impacté. Ça, il n'y a aucun doute sur ça. Et toi, tu as eu l'occasion d'aller en Guinée-Bissau? Non, j'ai pas encore eu l'occasion encore. D'accord, ouais. Non, pas encore, mais ça ne saurait tarder. J'en ai parlé en plus il y a pas longtemps avec ma sœur. On a grave l'envie d'y aller, de découvrir et de le vivre vraiment. Et j'ai hâte. Tu nous raconteras comment ça s'est passé. Ouais. Je pense que tu nous le documenteras aussi, forcément. Fort. J'ai filmé tout. Full story à la une. C'est clair. Ouais, non, la série Mandjak, je pense que c'est un bon exemple. Et donc, toi, ce que tu disais tout à l'heure, c'est pourquoi attendre finalement d'avoir les moyens, en gros, de réaliser un film ou une série. Et donc, du coup, tu es beaucoup actif sur les réseaux sociaux pour vulgariser justement cette histoire. Tu as fait un tweet, je pense, il y a quelques temps, qui a été un peu viral. Je crois que c'était en mars ou un truc comme ça. Tu as fait un thread. Ah oui, sur les Mandjak? Oui. Oui, j'ai fait un thread sur les Mandjak. C'était le fruit d'un long travail. J'avais beaucoup lu. J'avais lu pas mal d'auteurs. J'avais lu Sekou Ndiaye beaucoup. J'avais lu pas mal de travaux universitaires. Aussi des rapports de missionnaires aussi, du coup portugais ou de colons, etc. Parce que comme je comprends le portugais et que je le parle aussi, j'ai pu aussi aller du côté du Portugal pour aller chercher de la documentation sur notre ethnie. Et ouais, c'était le travail le plus long. Ah, il était loin. Ah. Combien de temps? Parce que sur Internet, tapez Mandjak sur Internet. On te dit, ouais, les Mandjak est un peuple de tisserands, mais l'histoire, elle est où? C'est tout. Ouais, tu vois ou pas? Et après, ouais, beaucoup aussi ma mère. Ma mère aussi, elle m'a beaucoup aidé. Ma mère, je pense, c'est la personne qui m'aide le plus sur ce genre de travaux. Et mes tantes aussi, j'appelle. Ouais, allô? Ça, là, nanana. Après, elle m'explique aussi. Ouais, mais il n'y avait pas ça. Elle m'explique. Et je pense que c'est toujours dans la volonté d'aller chercher toujours plus d'informations. Parce que
initialement, j'avais des infos sur mon ethnie. Mmh. Mais moi, comme je t'ai dit, je suis un enfant du pourquoi. Donc, je vais toujours chercher. Et du coup, ce trade-là, je suis remonté vraiment jusqu'à l'origine de notre ethnie, jusqu'à notre ère moderne. Mmh. Je suis même allé chercher, mais pourquoi on était dans le 7-8? Tu vois, j'avais vraiment ce besoin d'abord de pourquoi. Ouais, parce qu'on est Ouais. très représentés dans ce Ouais, département-là. c'est ça. Et du coup, je me disais, mais pourquoi on était là-bas? Et je suis allé le chercher aussi. Mais de base, c'était parce que j'étais un enfant du pourquoi. Ouais. Ensuite, dès que j'ai toutes les informations, il y a un moment où tu dis, mais en fait, j'ai envie de transmettre aussi. Parce que moi, je suis persuadé que la nouvelle génération, elle a envie de s'intéresser à la culture. On pourrait croire qu'elle est désintéressée de ses racines, mais elle l'est pas. Il y a pas mal d'informations qui sont pas forcément accessibles. Et je me dis que moi, si je peux être un pont pour cette génération-là, alors je le ferai. Si je peux vulgariser l'information, parler avec des termes simples et pas des termes universitaires et très froids, bah, je serai cette personne-là. Et j'encourage toutes les personnes à le faire aussi. Donc ouais, c'était dans ce contexte-là, mais c'était très long. Ouais. C'est celui qui m'a pris le plus de temps. Oui, j'imagine. Mmh. Et du coup, quels ont été les retours que tu as eus par rapport à ça? Les retours. De très bons retours. J'ai été agréablement surpris. J'ai vu même un moment les parents qui relayaient sur WhatsApp. Là, j'étais en mode, il se passe quoi là? Là, Genre, tu sais que tu as ouais, touché à un ce point moment-là, là. Quand ça commence à toucher les groupes des tontons et des ouais, tatas. quand j'ai vu là. les tatas, elles ont dit, ok, lui, on valide. J'ai dit, ah, là, il se passe un truc là. Mais j'étais super content. Après, j'ai eu des retours beaucoup des personnes de ma génération et tous les retours m'ont impacté et m'ont profondément touché. Ouais, je pense à des messages et tout qui m'ont vraiment marqué. Et ouais, j'ai eu des bons retours et j'étais content de voir que... parce qu'il y a un vrai intérêt en fait. Un vrai intérêt et je suis content de voir que là, ça touche autant notre génération et qui s'y intéresse. Donc finalement, ce long travail périlleux, là, Ouais, il a payé. ouais, je trouve qu'il a Et payé. il va Ouais. continuer à payer parce que Internet n'oublie rien, on va dire. Donc ça va continuer à impacter Ouais. d'autres personnes. Mais je suis content ouais, de me dire que, ouais, à mon échelle, j'ai fait mon truc de me dire que voilà, l'information, elle se partage avec les gens et je pense qu'elle se partage toujours dans la bienveillance. Et j'essaie toujours de me dire, bah, j'ai l'information plutôt que de flex avec, plutôt que de me mettre en ouais, je suis supérieur à toi parce que moi je sais et toi tu sais pas. Je trouve que c'est nul. Je pense que quand tu as l'information, tu te dois de la donner aux autres et de la transmettre. Donc, on peut dire, ouais, tu déblayes le chemin. On va dire, tu essayes de faciliter la connaissance pour celles et ceux qui ne vont pas chercher comme toi. Tu déblayes le chemin. Je vulgarise de manière très simple pour que vous puissiez ensuite, si vous le voulez, ouais, c'est une porte ouverte. Aller faire vos recherches pour pouvoir... Je suis toujours dans cette optique de porte ouverte. Si ça t'a donné envie, tu peux aller chercher encore plus loin. Exactement. Et ouais, mais comment expliquer ça? Ouais, je pense que c'est ça, c'est faciliter l'information parce que je sais qu'il y a pas mal de barrières déjà au niveau de la langue. Et aussi, comme je t'ai dit, sur Internet, il y a quasi rien dans les livres scolaires. Il y a rien. Tu vas chercher, tu veux chercher, il y a pas. Mais c'est parce que nos traditions, elles étaient beaucoup transmises par voie orale. Donc, si toi, tu viens d'une famille où ça a été coupé, bah, comment tu retrouves ton histoire? Et moi, je me dis, bah, j'ai eu la chance d'avoir une mère qui me racontait, du coup, l'histoire. Du coup, c'est ça que ma mère a été une porte ouverte, du coup. Oui. Et moi, je me dis, bah, comme ma mère a été une porte ouverte pour moi, je peux être une porte ouverte pour les autres. Et peut-être que là, d'autres personnes peuvent se dire, ah, je vais aller chercher aussi ces livres-là. Mais on a une génération super curieuse. Hein. Tout le monde est intéressé par sa culture. Moi, je le vois. Très bien. C'est super. C'est vrai que quand on regarde un peu les générations plus âgées, on va dire, il y a un petit peu ce gap, en fait, où parfois, on va avoir des retours, on va se dire, oui, mais de toute façon, les jeunes, ils veulent pas apprendre. Et ils s'en fichent et machin. Et déjà, le fait que toi, tu sois un jeune et que tu sois dans cette dynamique de transmission-là, c'est déjà ouf. Mais le fait d'être à proximité des gens qui ont ton âge, en fait, ou qui sont un petit peu plus jeunes, finalement, peut-être que la transmission, elle est aussi un petit peu plus facile parce que vous avez les mêmes codes. Il y a moins ce truc de oui, je viens, je t'enseigne, sans Mais, tu vois, parce que moi, je souplesse. fais partie de cette génération qui a des failles et qui les assume. Nous, on est la génération de l'entre-deux. On est la génération qui est considérée comme trop africain pour être français.
et aussi trop français pour être africain en Afrique. Moi, je suis de la génération, tu vois, qui a fait ses lacets avec les 2 cultures, avec 2 langues et avec 2 regards posés sur nous, tu vois. Donc, je sais ce que ça fait d'être dans l'entre-deux et de naviguer toujours entre ces 2 mondes-là. Et je pense que ce que j'essaie de faire, de montrer à ma génération, c'est de montrer qu'on peut être les 2. On peut très bien être traditionnel et être très moderne à la fois. Qu'on peut très bien être ancré là-bas et être ancré ici à la fois. Et que les traditions, la culture, c'est pas quelque chose qui appartient au passé. Que c'est pas quelque chose qui se vit uniquement dans la nostalgie ou dans le souvenir que l'on a d'elle, tu vois, durant notre enfance, tu vois. C'était mes musiques d'enfance et tout et tout. Moi, je suis persuadé que la culture, c'est quelque chose qui peut vraiment se vivre dans le présent, qui peut nous mettre en mouvement et nous donner une direction vers l'avenir. Et c'est ça, en fait. Je pense qu'il faut juste s'adapter avec les codes qu'on a aujourd'hui. Et la transmission, elle peut se faire partout maintenant. Rien que ce podcast-là, transmission. Exactement. Peut-être à l'ancienne, t'aurais dit, je vais faire un podcast pour raconter. T'aurais dit, mais non, voix orale. Mais la culture, c'est pas quelque chose de figé. C'est quelque chose qui est fait pour s'adapter et pour s'adapter au monde dans lequel on vit. Et c'est pour ça qu'elle a toujours survécu. Elle a survécu à la colonisation, l'assimilation, l'exil, l'émigration. Pourquoi elle survivrait pas au monde dans lequel on vit aujourd'hui? Totalement. Totalement. Très bien. Qu'est-ce que tu en penses Il a tout résumé. Il a tout résumé. Je pense que ça résonne en toi. Il attend à ce que je rebondisse, mais non, il a résumé exactement tout ce que l'on pense depuis le début, de laisser une trace, de nous adapter justement à la mondialisation. C'est un fait. On ne peut pas rester. On est en 2025. On va pas rester focus sur des moments de vie que nos parents ont vécu, que nous-mêmes n'avons même pas entre les mains. L'environnement dans lequel on vit n'est absolument pas pareil que celui de nos frères et sœurs qui sont encore au pays. Ça n'a absolument rien à voir. Donc, ce que tu dis, je le partage. Ah, je suis content. Je suis content. Tout est lié finalement, ton identité, ta culture, ta passion, là aujourd'hui du cinéma. Tu nous parlais de créativité, de monde imaginaire. Moi, j'ai une question. Si tu avais carte blanche, donc pas de blocage, pas de problème de budget, pas de peur de oui, non mais qu'est-ce qu'il fait, vraiment carte blanche, la liberté totale, quel type de projet est-ce que tu sortirais? Quel type de projet est-ce que... Vraiment ton rêve le plus fou. Je sais que t'as des idées. Ouais, beaucoup, mais bien sûr. Je ferais un projet fantastique, très inspiré des mythes de chez moi, de la spiritualité aussi beaucoup. Mais ouais, très inspiré de mes racines et très moderne à la fois. Parce que c'est comme ça que moi je me perçois. Traditionnel et moderne. Donc ouais, je ferais un projet vraiment qui utiliserait des choses de ma culture à moi. Et j'essaierais de les rendre modernes dans un film fantastique. Je pense que ouais, ce serait ça, ouais. Pas encore d'idées concrètes, mais là tu me dis tout est possible. Je sais que ce serait un truc comme ça. Ouais, où je verrais des personnes de ma couleur de peau, des personnes de mon ethnie être représentées, mais autres que par le prisme du racisme, du militantisme. Je pense que c'est important qu'il y ait des films comme ça, mais moi j'ai envie de rêver, j'ai envie de voir aussi des personnes noires, des corps noirs dans des films fantastiques, dans des films romantiques, dans des films où, en fait, des choses qu'on vit tous les jours, en fait. Tu vois, on vit beaucoup de racisme et tout, c'est vrai. On vit beaucoup l'oppression, mais on oublie parfois qu'on vit aussi parfois des peines de cœur, que parfois on a envie de rêver, qu'on a envie de voler. Donc du coup, j'ai envie de faire des films comme ça. Trop bien. J'ai hâte de voir. Je sais que ça va se réaliser tôt ou tard. Ah ouais, je ferai tout pour. Ouais. Je vois que, sur ton parcours, en fait, j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de... Tu te soucies pas forcément des obstacles. J'ai l'impression que tu penses, ok, il y a quelque chose qui se crée en haut, ok. Bon, bah, je sais que je peux le matérialiser, j'y vais. J'ai l'impression que tu fonctionnes comme ça. Ouais, beaucoup, ouais. C'est vrai. Mais je sais pas. C'est naturel. Ouais, c'est naturel. J'ai confiance. Je me dis que, je l'ai imaginé, c'est que je peux le faire. Sinon, j'aurais pas eu l'idée. Si j'ai eu l'idée, je suis en capacité de le faire. J'ai eu la vision, je dois le faire.
Et justement, qu'est-ce que tu peux dire aux jeunes aujourd'hui qui ont ton âge ou qui sont un tout petit peu plus âgés ou un petit peu plus jeunes, qui justement ont des idées, ont des rêves, mais n'osent pas y aller, n'osent pas les matérialiser ou n'osent pas juste se dire: «Oui, bon, ben, c'est possible en fait, je suis capable, d'arriver jusque-là». Moi, je leur dirais d'essayer parce qu'en vrai, ça coûte quoi? Si tu te rates, qu'est-ce qui va se passer? Je peux comprendre, il y a la peur de la moquerie, il y a la peur du jugement et tout, mais à la fin des fins, les gens, ils sont pas vraiment intéressés par ton parcours. Les gens, on vit dans une société où les gens sont trop souciés, ils se soucient trop d'eux-mêmes pour que tu puisses prétendre que, ouais, mais si je me rate, tout le monde va regarder et tout. Il y a un peu, limite, un peu une certaine prétention à penser comme ça. Comme si lorsque toi, tu vas échouer, tout le monde va te regarder. Tu vas échouer, les gens, ils vont passer à autre chose. Et je pense que moi, je suis beaucoup dans ce truc-là. Les gens, ils s'en foutent de moi. Mais ils s'en foutront pas de moi quand j'aurai de l'impact. Quand j'aurai mon impact, là, les regards, ils seront braqués sur moi. Du coup, ça me met en tête que les gens, ils me regarderont uniquement quand je réussirai. Quand j'échoue, ils regarderont pas. Et donc, ouais, c'est ça que je dirais aux jeunes, c'est d'essayer. T'inquiète. Tant que t'échoues, on ne te verra pas. Mais quand tu réussiras, t'inquiète pas, les gens, ils seront bien au courant. Donc, ouais, non. Continuez, toujours essayer. Excellent. Ah, très bien. Quel est le livre qui t'a le plus impacté, vu que tu disais que tu aimes beaucoup la lecture? Quel livre t'a le plus marqué? Un livre de Sekou Ndiaye, là. Sekou Ndiaye, il m'a marqué. Oh, on est sur Alliance Manjack, mais t'es pas obligé de mettre... Non, mais là, honnêtement, il m'a marqué beaucoup. Sinon, en fiction, c'est le film, il s'appelle Le Passeur. C'est un livre de fiction. Ok. Et c'est un livre dystopique, du coup. Et c'est un livre dans une société où on peut pas ressentir d'émotion. On n'a pas le droit. C'était quelque chose d'un autre temps. Et du coup, tu vois comment des humains vivent avec sans émotion, mais veulent quand même en avoir. Ils veulent ressentir la tristesse. Ils veulent ressentir du bonheur, ils veulent ressentir la joie et tout. Et j'aime trop ce genre de film parce que ça remet en question pas mal de choses. Où on se dit, bah moi j'ai pas envie de ressentir de la tristesse et tout. Mais là, j'ai lu un livre où des gens rêveraient de la ressentir. Parce qu'ils veulent ressentir des choses. Et ça, c'est un livre qui m'a beaucoup marqué parce que ça m'a fait comprendre l'importance des émotions et l'importance de ressentir. Ok. Ouais, du coup, je dirais ce livre-là. Je sais pas que Full Manjack, c'est bon. Mais voilà, je dirais ça. Non, bah, c'est bien. Que penses-tu? Une question. Que penses-tu du père de l'indépendance, même s'il n'a pas vécu l'indépendance parce qu'il a été assassiné juste avant, Amilcar Cabral? Grosse inspiration. Tu as déjà lu ses ouvrages? Ouais, enfin, plus écouter ses discours, ouais. Et tout ce qui a été écrit sur lui, c'est un modèle. J'aime beaucoup sa manière de penser, de trouver sa force dans ses racines. C'est une idée qu'il a beaucoup vendue. Et aussi cette idée de fédérer, toujours. Et c'était pas quelqu'un qui parlait que à son ethnie, qui parlait uniquement à ce qu'il était lui, c'était quelqu'un qui parlait à tout le monde. Parce qu'il voulait fédérer. Et c'est en ça qui m'inspire beaucoup. C'est comment il a lutté pour la liberté, mais tout en cherchant l'union et tout en cherchant à ce que les gens s'intéressent à leurs racines. Moi, ça m'a vraiment impacté. Quand j'ai lu ses ouvrages et qui il était. Mais c'est la personne qui m'inspire le plus, moi. Ah oui? Ah ouais. Tu connais cet ouvrage-là déjà? Lequel? Celui-là. Je vois pas, moi. Un précurseur de l'indépendance africaine. Non, je l'ai pas lu. Tu l'as pas connu? C'est une biographie. Non, celui-ci, je le connais pas. Je vais vous le piquer. Justement, je te l'offre. Ah non, pour de vrai. Je te l'offre. Mais non. Ah, mais merci carrément. C'est un très très bon ouvrage qui mérite justement d'être connu. Ah, mais merci carrément. Je pense, c'est mon avis. C'est l'un des ouvrages qui, on va dire, aujourd'hui résume le mieux. Il fait partie des ouvrages qui résument le mieux le parcours d'Amilcar Cabral. Ah, trop bien. Donc, je te l'offre. Ah, mais merci. Ça fait plaisir. Moi, je faisais une blague. Hein. Non. Je crois que t'as eu peur. Je me dit, il va me l'arracher et tout. Ah, mais merci, ça fait vraiment plaisir. Même face caméra, je t'aurais dit non, je te l'offre pas. Mais non, c'est un cadeau, c'est pour moi. Ouais. Mais ça s'est vu à ma réaction que j'étais content. Bah, à fond. Ouais, non, je vais le lire. Mais ouais, moi, j'ai jamais lu ce livre. Du coup, ouais, ça va être une belle découverte, du coup. Merci. Très, très bien. Pas de souci. Ouais. Pas de souci. Trop bien.
On arrive à la fin. Ouais, de l'épisode. On arrive à la fin, oui. Qu'est-ce que tu as envie de véhiculer à ta communauté? Qu'est-ce que tu as envie de dire à ta communauté aujourd'hui? Face caméra. Je regarde la caméra. Oui. Je dirais que c'est jamais trop tard pour s'intéresser à sa culture, que vous pouvez toujours vous y intéresser, même si vous avez 25 ans, même si vous en avez 37, même si vous en avez 47. Vous pouvez toujours revenir à vos racines et que la culture, c'est pas quelque chose qui joue uniquement dans l'enfance. C'est pas parce que vous avez pas appris sur votre culture dans l'enfance que vous ne pouvez pas en apprendre davantage plus tard. Donc ouais, moi je pense que je dirais ça. Je dirais que c'est jamais trop tard pour revenir à la maison et que de toute façon c'est propre à l'identité Mandjak de toujours revenir à la maison et toujours revenir aux racines. Donc rentrer à la maison, c'est pas trop tard. Un message plein d'espoir et de vérité surtout. Donc j'espère que vous l'avez bien entendu. Marvin? Très très content de cet échange, d'en savoir un peu plus sur le frère Paolo, que je vous invite à découvrir à travers ses réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook aussi, non? Non, Facebook, non. C'est démodé, on va dire. Ça date. Ok. Tu connais. Donc, Facebook, Twitter, Instagram, n'hésitez pas à le suivre sur ces plateformes. Et c'est un jeune qui mérite d'être soutenu parce que il peut nous offrir de belles choses quand même. Et puis, c'est un bonus. C'est un bonus pour nous. Merci. Chaque valeur ajoutée est un bonus, donc on le prend bien. Merci. Je suis très content d'être ici parce que vous m'avez beaucoup impacté. L'équipe d'Alliance Mandjak m'a beaucoup impacté. Et vous faites partie vraiment des personnes qui ont impacté mon travail. Toutes les initiatives que vous mettez en place, cette initiative aussi, je suis content de faire partie de vos invités et tout, et je suis content de pouvoir avoir une collaboration, on va dire, avec des personnes qui m'ont inspiré, donc je suis très content. Et même toi aussi, il y a pas longtemps, tu as fait une conférence, c'est des choses qui m'inspirent, et je suis content du coup de te rencontrer aujourd'hui et d'avoir pu échanger avec toi, et avec toi aussi, Vie. J'ai suivi aussi création de Easy Collé. Yeah. T'inquiète, on est branchés. Merci beaucoup. Mais toujours. Je suis très content de vous avoir rencontré. Et je félicite l'initiative et je vous encourage du coup. Merci beaucoup. Pour la suite. Merci. Merci Paolo. Ça a été un honneur vraiment de te recevoir. Franchement, moi je dis toujours qu'il n'y a pas d'âge en fait pour apprendre. Et on peut aussi bien apprendre d'un tout petit que de quelqu'un qui a 40 ans de plus. Et en fait, c'est ça. Il ne doit pas y avoir de barrière ou d'ego en se disant non mais lui il est plus jeune, c'est bon, il connaît. Non, il connaît plus que toi qui a 40 ans, 50 ans ou 60 ans. Donc franchement, tu es super inspirant. Moi, j'ai envie vraiment de rester là et de continuer à voir ton parcours, ton évolution. Et j'attends cette production fantastique là. Je sais qu'elle va sortir un jour, donc j'ai hâte. Pour l'instant, on fera d'autres trucs, j'ai d'autres projets bien sûr. En tête, plus ancrés dans le réel. Mais ouais, ce serait un rêve, ce serait bien. Excellent, on va suivre ça. Restons connectés, comme on dit, et affaire à suivre. Exactement, restons connectés et restez connectés vous aussi. N'hésitez pas à partager votre avis en commentaire. Qu'avez-vous pensé de cet épisode inspirant avec Paolo? On attend vos avis dans les commentaires. Continuez à nous suivre sur Facebook, Instagram et TikTok pour suivre l'actualité de Mandjaku. On se dit à très bientôt pour un prochain épisode. Bare Baichun.